Fin du XVe siècle en Italie. Oubliez un instant les beaux-arts et les génies de la Renaissance, c'est surtout un théâtre impitoyable, hyper violent, où se jouent des destins complètement fous et des tragédies d'une noirceur absolue. Aujourd'hui, on plonge dans notre analyse sur les pas d'un prince qui incarne cette folie à lui tout seul, César Borgia. Imaginez un biographe fasciné par la chute inévitable d'un empire, eh bien c'est exactement sous cet angle qu'on va observer la chose. On va décortiquer comment cet homme a bâti une légende faite de sang, d'or et d'une ambition démesurée. Mais avant d'entrer dans les détails, voici la vraie question qui va guider toute notre exploration. Comment le prince le plus redouté de toute l'Italie a-t-il pu finalement conquérir la royauté française, mais depuis sa tombe? C'est quand même incroyable. D'un côté, on a un effondrement politique absolu de son vivant, et de l'autre, un succès biologique complètement sidérant qui a infiltré les plus hautes sphères du pouvoir européen. Allez, on reprend depuis le début pour voir comment les fondations de ce paradoxe ont été posées. Acte 1. L'ascension de la famille Borgia. L'histoire de cette famille, c'est d'abord une incroyable leçon de patience. Bien avant de devenir le redoutable duc de Valentinois, César, c'est juste un jeune homme à qui l'on a imposé la soutane. Éduqué en grande partie par sa mère, la redoutable Vannozza Cattanai, et sous l'influence de son père, il développe très tôt une vision hyper froide et calculatrice du monde. À 9 ans à peine, il vit déjà comme un prince au Vatican, accumulant les titres religieux, mais honnêtement, il se sent en cage. Sous son calme apparent, il bout. Pour lui, la pourpre de cardinal est une véritable camisole de force. Lui, ce qu'il veut, c'est l'armure d'un conquérant. Il n'observe pas les hommes pour les sauver, mais bel et bien pour les dominer. Et cette soif de pouvoir féroce s'aligne parfaitement avec le grand plan de son père, le fameux pape Alexandre VI. Parce que pour Rodrigo Borgia, l'Église catholique n'a rien d'une finalité spirituelle. C'est un simple outil, un levier. Sa véritable arme absolue, c'est sa propre famille. Contrairement à ses prédécesseurs, il assume totalement ses enfants et les expose au grand jour. Son but ultime, c'est de transformer un pouvoir religieux, qui par définition est temporaire, en un véritable empire dynastique, héréditaire et centralisé. En gros, il veut remplacer l'incertitude des élections papales par la certitude absolue du sang. Sauf que ce grand projet dynastique bascule lors d'une nuit tragique en août 1497. Le grand frère de César, Juan, qui était le grand favori destiné à diriger les armées, est retrouvé poignardé et balancé dans le Tibre. C'est l'un des mystères les plus profonds de la Renaissance, même si, soyons honnêtes, toutes les rumeurs pointent vers César lui-même. Cet assassinat scelle un pacte occulte entre le père et le fils. Alexandre VI cède. Résultat, César devient le tout premier cardinal de l'histoire à jeter sa pourpre pour enfiler un casque. Il troque définitivement le crucifix pour l'acier. Ce qui nous amène à l'acte 2. La méthode du prince. À partir de sa libération, César entame une transformation brutale. C'est là qu'on voit vraiment la dualité Borgia dans toute sa splendeur macabre. D'un côté, la lumière, les banquets fastueux au Vatican avec des signes majestueux et des sculptures en sucre doré. Un pur théâtre diplomatique pour éblouir et intimider les autres nations. Mais de l'autre côté, la réalité glaciale. Pour financer ces guerres, les Borgia utilisent la cantarella, ce fameux poison indétectable, pour éliminer discrètement les cardinaux riches et saisir leurs biens. C'est littéralement de la fiscalité par empoisonnement. Et pour le travail plus manuel, César s'appuie sur le fidèle Michelotto, son maître étrangleur, pour faire taire ceux qui posent problème. Le sommet absolu de cette méthode, c'est le fameux guet-apens de Senigallia en 1502. Des capitaines se rebellent contre lui. César ne sort pas les canons. Il sourit. Il les invite très chaleureusement à négocier. Il les isole un par un de leurs armées, de manière très méthodique. Et là, il les fait détrangler chirurgicalement. Pas de chaos, pas de bataille. Juste une précision bureaucratique effrayante. Le plus fou, c'est qu'un diplomate florentin assiste à tout ça dans l'ombre. Nicolas Machiavel. Il en restera tellement marqué que cette scène va directement lui inspirer le modèle du souverain parfait pour son livre « Le Prince ». Mais attention, réduire César Borgia à un simple boucher sanguinaire, ce serait une erreur monumentale. Le type était un stratège visionnaire qui savait s'entourer des esprits les plus brillants de son temps. Il a carrément engagé Léonard de Vinci comme ingénieur militaire en chef. Il lui a donné un laissez-passer universel pour inspecter toutes ses forteresses. César comprenait avant tout le monde que la force brute ne servait à rien sans l'innovation technologique et une cartographie ultra précise. Ses conquêtes étaient froides, rationnelles et intellectuellement préparées. Acte 3. L'Empire du Berry. Pour consolider son pouvoir, l'Italie seule ne suffisait plus. Il lui fallait un point d'ancrage en dehors de la péninsule. En 1499, coup de maître absolu, pour sceller une alliance avec le roi de France Louis XII, César épouse Charlotte d'Albret. Il devient seigneur d'Issoudun, dans le Berry. Faut bien comprendre que pour lui, ce mariage n'a rien de romantique. C'est un pur coup de force diplomatique. Ça lui offre un titre de la vieille noblesse, un soutien militaire du roi de France et surtout un couloir économique direct pour financer ses campagnes militaires en Italie.
Et sur place dans le Berry, l'impact de César est assez bluffant. Il ne vient pas pour faire la fête, il gère le territoire d'Issoudun comme une machine militaire en instaurant une vraie Pax Borgiana. Il modernise l'administration locale et retape les routes commerciales qui étaient en ruine. Les bambis de grand chemin, ces mercenaires les purgent avec une sévérité implacable. Contrairement au chaos des complots romains, en France, il met en place une autorité froide, hyper centralisée. Ça prouve que derrière la légende noire, c'était aussi un administrateur redoutable. Acte 4. La chute brutale. Mais à l'apogée absolu de sa gloire, la machine s'enraye. Et César a résumé lui-même son propre naufrage avec cette phrase glaçante. « J'avais tout prévu pour la mort de mon père, sauf que je serais moi-même mourant à cet instant précis. » C'est tragique, non ? Ça révèle la faille sismique de tout le système Borgia. Il avait bâti une armée géante et un État puissant, mais toute cette pyramide reposait sur un fil extrêmement fragile, la santé de son père Alexandre VI. Le pouvoir des Borgia n'était pas institutionnel, il était purement personnel. Et l'effondrement se produit à une vitesse complètement folle pendant ce qu'on a appelé l'été fatal de 1503. En août, une fièvre mystérieuse frappe le père et le fils en même temps. Alexandre VI en meurt dans d'atroces souffrances, César survit de justesse, mais il est physiquement brisé au moment exact où il aurait dû prendre le contrôle. En octobre, l'impensable, l'ennemi mortel de la famille, Giuliano della Rovere, est élu et devient le pape Jules II. Et hop, dès novembre, César est arrêté. En quelques mois à peine, son état invincible, la Romagne, s'est totalement volatilisé. L'ironie du sort est franchement cruelle. César se retrouve enfermé dans la tour Borgia, là, au cœur même du Vatican. Imaginez la scène. Depuis la fenêtre des appartements même où il régnait en maître absolu avec son père, il regarde la ville de Rome qui ne lui appartient plus du tout. Ses forteresses tombent les unes après les autres. Il réussira finalement à s'élader vers l'Espagne, c'est vrai, mais ce sera juste pour y mourir dans une embuscade de seconde zone, sans couronne, sans gloire et sans armée. Acte 5. L'héritage par le sang. Politiquement, l'Empire Borgia est rayé de la carte. Mais biologiquement, c'est là que l'histoire prend un tournant fascinant. Leur véritable victoire commence avec cet enfant, Louise Borgia. C'est l'unique fille légitime de César, née de ce fameux mariage stratégique à Issoudun avec Charlotte d'Albret. Pendant qu'en Italie, le nom des Borgia devient une légende noire remplie de poison et de trahison, en France, Louise va faire exactement l'inverse. Elle va purifier ce mythe et transformer une réputation sulfureuse en un immense prestige aristocratique. Elle fonde un empire biologique en béton armé. D'abord, Louise épouse Louis II de la Trémoille, le grand héros militaire de l'époque. Ça efface le scandale d'un claquement de doigts. Puis, à son décès, elle s'unit à Philippe de Bourbon-Busset. Et ça, c'est un geste colossal. Les gènes du terrible pape Alexandre VI et de César Borgia s'infusent directement dans la noblesse française. Plus tard, cela atteindra même de grandes maisons, comme les Guise et la lignée des Bourbons. Le nom maudit trouve en France un sanctuaire permanent, à l'abri des règlements de compte italiens. Et tenez-vous bien parce que ça nous mène à un rebondissement historique absolument époustouflant. L'alliance conclue par César à Issoudun a eu des répercussions énormes. La famille de son épouse, les Albret, a continué son irrésistible ascension politique. Et ce sang des Albret va finalement converger jusqu'au trône. Ils sont tout bonnement les ancêtres directs du roi Henri IV. Autrement dit, le modèle du prince de Machiavel et le fondateur de la dynastie royale française des Bourbons partagent une racine diplomatique et historique commune, orchestrée dans l'ombre par le pape Alexandre VI. Cette lignée a littéralement survécu à tout. Aux armées rivales, au pape ennemi, à tout. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, la famille Bourbon-Busset et plein d'autres grandes familles de la noblesse française portent en elles, de manière invisible mais indéniable, l'ADN du redoutable duc de Valentinois. Le taureau des Borgia ne s'est pas éteint misérablement sur un champ de bataille en Espagne. Il s'est fondu, en silence, dans les châteaux et les armoiries de l'aristocratie française. Ce qui nous amène à une réflexion finale qui donne un peu le vertige, pour clôturer cette analyse. Quand on y pense bien, les ennemis des Borgia n'ont laissé à l'histoire que quelques statues de marbre et des ruines. Mais le sang de César, lui, vit encore à travers les siècles dans l'aristocratie moderne. Alors on est en droit de se poser une question assez troublante. Sur le très long terme, bien après le fracas des batailles et les complots du Vatican, qui a véritablement remporté la partie d'échecs de la Renaissance ? Je vous laisse y réfléchir. C'est la preuve que parfois, la victoire ne se joue pas avec des épées, mais avec une incroyable stratégie d'alliance matrimoniale.